On achète en moyenne 100 pièces par an de vêtements par personne. Donc c'est complètement délirant, surtout qu'on porte que 30% de ce qu'on a en moyenne en Europe. Ouais, 30, 32, ça dépend, on voit plusieurs chiffres. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Fanny, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de The Greenimalist. Fanny est une femme aux multiples casquettes. Elle est avant tout juriste, maman, animatrice de ce compte Instagram qui totalise plus de 20 000 followers et également autrice puisqu'elle a coécrit avec Morgane Leprince un ouvrage paru aux éditions Erol intitulé « Mode éco-responsable, guide pratique ». Et c'est la raison pour laquelle je tenais à recevoir Fanny aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons bien évidemment parler de mode éco-responsable, de mode éthique. Nous allons aussi explorer des pistes pour tendre vers un dressing plus responsable. Fanny est une personne bienveillante qui nous partage ses conseils et ses astuces sans jugement et qui nous invite à déculpabiliser. Et cela fait le plus grand bien. Je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Salut Fanny. Bonjour. Comment vas-tu ? Très très bien. Je suis ravie de te recevoir au micro depuis le temps qu'on se suit mutuellement. Je me souviens de nos premiers échanges, c'est quand j'étais enceinte et que j'étais en voyage au Japon. Donc ça fait quand même 4 ans. Tout à fait. Ça fait un petit moment. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Tu as beaucoup de casquettes sur ta tête. Donc, on va essayer de résumer tout ça. Alors, je m'appelle Fanny Enjolras-Galitzine. Je suis parisienne. Je suis née à Paris. Pour le moment, je vais y rester parce que la ville se déserte. Ce qui est important, c'est que je suis moitié japonaise, moitié française. Donc, j'ai grandi avec plusieurs cultures. Et puis, je suis de formation et de métier juriste. Donc, je suis employée à plein temps. Donc, et je ne pense pas que je vais changer de vie parce que j'adore mon métier et à côté, je fais plein de choses. Donc déjà, je suis maman. Enfin, je parle d'abord de mon métier avant de ma famille. C'est un peu moche quand même. Donc avant tout, je suis épouse et maman de 2 jeunes enfants de 3 et 6 ans maintenant. Et puis, à côté de mon métier, je fais plein de choses. À savoir, j'ai ouvert un compte Instagram dédié à la mode éco-responsable qui s'appelle The Greenimalist. Donc, j'ai ce compte Instagram. Les objectifs de ce compte, c'est de fournir de l'information sur les impacts de l'industrie de la mode et les impacts environnementaux et sociaux et de fournir à mes lecteurs, parce que je n'aime pas trop parler de communauté ou de trucs comme ça, à mes lecteurs des alternatives, des tips pratiques pour entamer un cheminement, pour mieux consommer, ou quand c'est déjà entamé, pour mieux consommer tout court. Donc, c'est à la fois théorique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup donner de l'information, et puis ma formation de juriste me permet d'aller chercher, d'aller sourcer, de vérifier, d'aller au plus près des sources les plus fiables, j'estime les plus fiables, et puis donc d'informer et aussi de montrer vraiment en pratique ce que peut donner une consommation qui se veut plus consciente. Et tu as écrit un ouvrage. Ah oui, tout à fait. J'ai coécrit avec Morgane Leprince un livre aux éditions Erol qui s'appelle Mode éco-responsable, guide pratique. Donc justement, qui mêle cet aspect théorie un petit peu pour mieux comprendre quels sont les enjeux, les impacts de la mode. Et puis plein de conseils pratiques qui sont en fait qui sont prodigués, mais après c'est à chacun d'aller choisir ce qui lui correspond. Ce que je te disais précédemment, c'est qu'on a écrit plusieurs recettes et puis après c'est au lecteur d'en faire le menu et de maîtriser, vraiment de choisir ce qu'il veut mettre en place dans sa vie. Donc c'est très pratique et voilà. Donc il est sorti le 30 juin 2022.
Et puis, j'ai une dernière casquette, c'est que je suis couturière grâce à mes copines de l'association Réseau Éthique, qui est une association qui s'est donnée pour objectif de démocratiser la mode éthique à travers différentes actions, dont la couture. Donc, on fait des ateliers, des permanences couture à la Cité Fertile. Donc, je suis bénévole, donc j'encadre parfois les débutants. Et puis, je suis aussi participante et je suis membre du conseil d'administration de cette association qui a été fondée par Morgane, ma copilote d'écriture. Génial. Donc un quotidien bien rempli. J'aurais aimé savoir comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser à la mode responsable. Quel est ton rapport à la mode et vraiment comment ça a façonné finalement ta démarche et ton militantisme quelque part, puisque tu as quand même une action militante. Alors, effectivement, tout vient un peu du background de ce que j'ai pu recevoir de mon éducation. Alors déjà, le côté consommer différemment, ne pas prendre pour acquis les messages marketing, etc. Ça fait partie de mon enfance puisque ma mère lisait Que Choisir. Et donc, moi, je lisais Que Choisir dès l'âge de 8 ans, donc c'est un peu inhabituel comme lecture pour une petite fille. Pourtant, j'adorais, et c'est ce qui m'a donné envie de faire du droit, et qui m'a donné la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière l'étiquette. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé de très, très fort. Et du coup, bien avant que ce soit la mode de la mode éco-responsable et avant l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a mis en lumière les horreurs, enfin certaines horreurs en termes de conditions de travail de cette industrie, en fait, je lisais déjà pas mal de choses sur tout ce que je consommais. Donc j'ai commencé à changer mes modes de consommation en matière comme c'est un cheminement très classique. D'abord en matière d'alimentation, comme beaucoup de monde, mais ça, c'est mon éducation. Je suis pas allée chercher très loin. Après, ça a été les cosmétiques. Et puis, après, les habits. Mais ça, je pense que c'est un cheminement assez classique qu'on est nombreuses et nombreux à avoir. Et donc, dès 2011, en fait, dès Fukushima, parce que forcément, pour moi, c'est vraiment pour le Japon, c'est un peu comme la Troisième Guerre mondiale, cet événement. Enfin, ça a été vraiment tragique. En fait, j'ai complètement changé ma manière de consommer dans cosmétiques et alimentaire, et j'ai commencé à me pencher sur les vêtements. Il y avait très peu de choses, mais j'avais lu justement dans les journaux type Que Choisir et 60 millions de consommateurs qu'il y avait aucune obligation de traçabilité dans les vêtements, que certaines chaussures pouvaient brûler ceux qui les portaient, que certains vêtements étaient imprégnés de matières toxiques qui provoquaient des allergies. En fait, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Je savais que pour l'alimentation et pour les cosmétiques, la traçabilité A à Z, elle était obligatoire. Mais pour le vêtement, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros vide juridique. Et qui dit vide juridique dit porte ouverte à de nombreux abus. Et puis, 2013, on a commencé à voir ce que c'était. Et depuis, on a eu pas mal d'informations. Donc, en fait, ça a été un peu plus tôt que tout le monde, grâce à ma casquette de juriste et de curieuse de mode de consommation. Voilà. Et dès ce moment-là, tu as opéré un changement dans ta façon de consommer ? Alors, très difficile. En fait, ça a été une prise de conscience et il y a une grosse latence entre la prise de conscience et les actions. Parce qu'en 2011, personne, à part Ekiog et Patagonia, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, on n'avait pas tous les outils, on n'avait pas toute la réflexion qui a été menée d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, c'est quelque chose que les réseaux sociaux ont apporté de très bénéfique, je trouve, plus qu'ailleurs, plus que dans les médias, plus que... Voilà. Et il n'y avait pas tout ça, donc ça a été très compliqué. Déjà, je me suis dit, le bon sens... parce que j'avais été, comme beaucoup d'entre nous, une très grosse consommatrice de fast fashion. Première paye, c'est le boom d'H&M et de Zara. Donc, j'en ai vraiment surabusé, qu'on soit bien clair. Et en fait, je trouvais ça assez triste de passer mes samedis dans des centres commerciaux à chercher des vêtements que je n'allais pas mettre. Donc, je me suis dit, déjà, je vais ralentir et moins consommer. Donc, déjà, ça a commencé comme ça. Et puis, après, Rana Plaza, etc., là, il y a eu une amorce avec le Rana Plaza parce que là, on a commencé, il y a eu le mouvement Fashion Revolution, il y a eu pas mal de choses qui m'ont aidée, qui m'ont portée, mais j'avais déjà entamé l'amorce et j'avais déjà moins consommé. Et puis, j'ai essayé aussi d'éviter des choses toutes bêtes, comme acheter des vêtements qui étaient sur teint ou avec des inserts ou des choses comme ça, puisqu'il y avait des matières plastiques déjà. Même limiter le polyester, parce que je me suis dit ça n'avait pas l'air d'être très clean tout ça. Donc des choses les plus naturelles, mais c'était vraiment au pifomètre.
Voilà. C'est vrai que pour ça, tu as raison, les réseaux sociaux ont vraiment contribué à nous informer, tout simplement, et à nous donner des outils aussi de réflexion, notamment le mouvement Fashion Revolution, puis tous ceux qui ont suivi derrière. Mais c'est vrai que ça avait impulsé pas mal de changements. Ouais, ils ont vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment changé notre regard sur le vêtement, sur l'industrie du vêtement, et maintenant, voilà, on a les outils. Et puis je pense que partout dans le monde, on avait vu leur campagne Who Made My Clothes. Ça a vraiment fait grand bruit à l'époque. Et ça continue d'ailleurs, mais je pense que c'est vrai que tu as raison, ça a été sûrement le point de bascule après le tragique accident du Rana Plaza. Tu le disais, tu as coécrit un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de te recevoir au micro. J'ai aimé cet ouvrage parce que vous l'avez pensé, bien sûr. Je vais dire tu et vous, mais oui, voilà, il faut pas que Morgane soit est intégrée soit toujours. C'est toujours le fil de la conversation. Elle est toujours avec moi. Voilà. Il faut pas qu'elle m'en veuille. Mais vous l'avez pensé vraiment avec des chapitres très concrets, très pratiques, pour qu'on puisse aller piocher ce qui nous intéresse. Et j'ai beaucoup appris en lisant l'ouvrage, notamment sur notre consommation de vêtements. Alors, tu l'as dit, tu as consommé de la fast fashion. J'en ai aussi beaucoup, beaucoup trop consommé. Et dans cet ouvrage, justement, vous parlez un peu de notre façon de consommer et comment, au fil des années, les consommateurs se sont mis à acheter de plus en plus de vêtements. Et que si aujourd'hui, on fait le calcul de tous les vêtements qu'on achète, c'est complètement surréaliste. On achète en moyenne 100 pièces par an de vêtements par personne. C'est délirant. Donc c'est complètement délirant, surtout qu'on porte que 30% de ce qu'on a en moyenne en Europe. 30, 32, ça dépend, on voit plusieurs chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a 68, 70% qu'on ne porte pas. Et alors la question, c'est déjà ça représente un certain budget, c'est 68, 70%. Donc là, il y a peut-être un truc à faire au niveau du budget. Et puis aussi en matière de ressources nécessaires pour fabriquer ces vêtements qui ne seront pas portés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces vêtements qu'on ne porte pas ? Parce que les vendre sur Vinted, c'est pas, ou les mettre au relais, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet parce qu'on est arrivé dans une société de surconsommation, de surproduction. On n'a pas besoin de tout ça. Je crois qu'on a suffisamment de vêtements pour habiller 4 ou 5 générations. On est large. Ça devrait le faire. Ça devrait aller. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à consommer de plus en plus ? Vous expliquez dans votre livre, vous parlez de biais marketing, une notion hyper intéressante qui en fait nous fait relativiser aussi et qui quelque part ôte un peu la culpabilité de nos épaules en disant on a été aussi pris dans un engrenage quelque part. Alors il y a les biais, en fait il y a plein de choses, il y a plein de techniques dont l'objectif est de nous faire acheter sans réfléchir. Aujourd'hui, on peut acheter franchement un vêtement sur Amazon en un clic, donc en 3 secondes, on peut acheter quelque chose. Elle est où la réflexion ? Elle est où la conscientisation ? Et justement, tout est fait pour qu'il y ait 0 place pour ça. Donc, il y a plusieurs techniques. Alors, avant de parler des biais, déjà, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. En France, on voit en moyenne entre 1200 et 3000 pubs par jour. Donc sur les réseaux sociaux, c'est non-stop, mais même quand on sort dans la rue, quand on est devant son téléphone, en fait, on est immergé dans de la publicité, dans la sollicitation incessante, parce que notre attention est devenue quelque chose de monétisé, de valorisé. Donc, il faut absolument capter notre attention pour nous faire acheter. Donc déjà, on est dans un environnement où on est harcelé. Enfin, moi, je considère qu'on est harcelé de publicité. Donc ça, c'est le premier truc. En plus, la mode, elle est quand même assez maligne. Avant de parler des biais, elle vient en fait aussi parler à nos insécurités physiques. Souvent c'est les femmes, mais il y a aussi les hommes. Et puis c'est des corps parfaits qui sont retouchés, qui sont humainement impossibles, qui sont impossibles dans la vraie vie. Et donc on voit des images parfaites, des corps parfaits. Ça nous fait envie. On a envie d'acheter ce vêtement inconsciemment pour avoir ce corps. Et puis ça ressemble un peu bébête ce que je raconte comme ça. Mais quand on décortique, inconsciemment, c'est ce qui se passe. Donc, il y a les pubs, il y a nos insécurités, et puis enfin, on en vient aux certains biais qui sont des techniques marketing qui sont complètement éprouvées et qui existent depuis super longtemps. Hein. Ça date, c'est pas récent, c'est pas avec l'avènement de la fast fashion qu'on a inventé les biais, hein, je sais plus exactement, mais voilà. Donc, en fait, c'est quoi un biais ? C'est pour les marques, c'est s'appuyer sur nos vulnérabilités. Et ces vulnérabilités sont des raccourcis mentaux qui s'activent en nous dans des situations d'urgence, d'incertitude
ou lorsqu'on est submergé par un trop-plein d'informations. Donc, le cerveau, il sait plus faire le tri et ça permet d'évaluer rapidement une situation, de nous mettre dans une situation d'urgence et hop, d'agir. En fait, ça a été scientifiquement prouvé, ce truc. Et donc, ça nous fait prendre des décisions rapides, irrationnelles et illogiques. Donc, les marques, elles utilisent ça. Alors, ça, c'est théorique ce que je vais vous dire, mais concrètement, ça correspond à quoi ? Vous avez, par exemple, le biais de rareté. Vente flash, 48 heures avant la fin de la précommande. Les drops. Les drops, c'est hyper populaire. Ça, c'est le biais de rareté. Ouais, parce qu'on joue sur le FOMO, fear of missing out, et du coup, la peur de manquer, ce vêtement-là. Exactement, c'est comme la peur de manquer de nourriture. En fait, ça vient activer nos vulnérabilités, puis voilà. Vous avez le biais d'ancrage aussi, c'est les promos exceptionnels, les ventes privées, les soldes. Le prix initial est considéré par le consommateur comme le prix de référence, et le nouveau prix qui est réduit, ça apparaît comme la bonne affaire à ne pas manquer. Il y en a plusieurs en fait. Il y a le biais du 9,99 € plutôt que 10 €. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Et c'est Julia Ford de Loom qui a écrit un excellent article sur le sujet. Vous pouvez retrouver ça sur un moteur de recherche. La mode à l'envers, Julia Ford Loom, biais. Et là, vous avez une magnifique démonstration des manipulations qu'on subit tous les jours. Donc, pub plus insécurité de nos corps plus biais, en fait, on est harcelé. On est constamment harcelé. Ce qui est assez... Une fois, j'avais fait l'exercice dans la journée. Je me suis dit... je commence ma journée, je sors à 8h10 pour emmener mes enfants. Et déjà, en 1 heure, combien de fois j'ai été sollicitée pour acheter un truc ? Donc déjà, j'allume mon téléphone. Après, je vois des pubs sur les bus, dans la rue, sur les devantures. Et j'avais calculé, déjà, j'en étais à plus d'une centaine en moins d'1 heure. Donc, dans ce contexte-là, quand on nous dit moins, c'est mieux, c'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur parce qu'on ne sait pas par où commencer et surtout, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute parce qu'on est constamment harcelé. Donc, moi, je comprends. Moi, il y a énormément de personnes qui m'écrivent en MP sur le compte Instagram parce qu'elles ne savent pas où commencer, parce que c'est trop dur, parce qu'elles font des rechutes. C'est des personnes qui veulent bien faire. Donc, en plus, ça leur envoie un sentiment de culpabilité parce qu'elles n'y arrivent pas. Mais moi, je pense que vraiment, il faut qu'on parte du postulat que, on est constamment harcelé, que 2, c'est pas notre faute, et que vraiment on fait au mieux parce qu'on est dans un monde qui est totalement imparfait. Je veux dire, si on avait 0 sollicitation, là, je pense qu'on aurait peut-être un peu moins d'excuses, mais il faut être indulgent avec soi-même dans cet environnement-là de surproduction, surconsommation, surpub et sur tout ce que vous voulez. Rien n'est fait pour qu'on consomme moins, finalement. Rien. C'est très intéressant, et effectivement l'article de Julia a été passionnant à ce sujet. Elle était d'ailleurs passée au micro de Basilic. J'avais adoré l'épisode. Je tiens à le dire. Il y a quelques temps. Oui. Mais c'est toujours d'actualité, donc si les auditeurs et les auditrices l'ont manqué, je l'indiquerai dans la barre de description. Dans votre ouvrage, vous essayez aussi de démystifier un peu la fin de vie du vêtement, en fait, parce que voilà, on a l'impression que on a acheté un vêtement qui a été produit dans des conditions pas top. Mais on se dit, ça va, je l'ai mis à la benne de recyclage, c'est bon, j'ai fait ma bonne action, ça va aller et c'est OK. Mais en fait, c'est pas forcément la solution. Le secret, et c'est vraiment ce qui réside dans votre livre, c'est de consommer moins, tu l'as dit, mais c'est pas facile. Mais parce que sur le recyclage, c'est encore assez obscur, en fait. Alors, la filière de recyclage en France, elle est très peu efficiente, puisque véritablement, quand on parle de recyclage, il y a 1% de nos vêtements qui sont recyclés. Donc, c'est rien, en fait. Donc, déjà, il y a un truc à faire au niveau des pouvoirs publics. Ça, c'est évident. Et puis après, effectivement, on a les bornes le relais. Donc, les bornes le relais, c'est bien parce que quelque part, le relais, ça a une vocation sociale, ça donne de l'emploi à des personnes, je crois, en réinsertion, il me semble. Enfin, voilà, ça développe quand même... ça développe de l'emploi et de l'aide. Enfin, c'est très chouette comme initiative. Le problème, c'est que les vêtements qui vont arriver au relais vont souvent réalimenter des marchés de seconde main. OK, quand c'est vendu en bas de chez vous, pas de problème en Europe, mais
Après, ça part en Afrique. Dans ces vêtements-là, il y a une partie qui peut être valorisée, revendue en tant que vêtements de seconde main. Mais comme on a des vêtements de très mauvaise qualité, oui, parce que tout est fait pour que ça coûte pas cher et que ce soit à usage unique, ces vêtements peuvent même pas être vendus nulle part. Donc, où est-ce qu'ils terminent ? Dans des décharges à ciel ouvert. Il y a des cimetières de vêtements en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Ça vient s'empiler. Et puis, nos vêtements, ils sont pleins de substances toxiques. Il y a, entre les traitements et puis les fibres d'origine synthétique, ça vient polluer les sols. Qui dit pollution des sols, dit pollution des cours d'eau, santé des populations environnantes. Voilà, donc nos vêtements qu'on met... Alors, je veux pas systématiser et schématiser en disant que tout ce qu'on met au relais, paf, ça va aller dans les déchetteries à ciel ouvert. Mais ça peut. Ça peut, pas systématiquement, mais ça peut. Mais disons qu'il faut pas se dire, c'est ma petite solution de facilité. Donc un vêtement, une fois qu'on l'a acheté, quelque part, il faut l'assumer aussi, ce vêtement. Quand on n'en veut plus, il faut essayer de soit le donner pour qu'il soit réellement porté, le vendre pour qu'il soit porté, ou alors revaloriser. Alors, tout le monde ne s'est pas mis à la couture, hein, ça j'en suis consciente. Mais vous pouvez le donner aussi, parce que je couds, mais donc oui, j'arrive à upcycler des trucs et tout ça. Puis j'ai pas forcément le temps, mais on peut aussi, moi c'est un conseil que j'aime bien donner parce que c'est rapide, concret. Vous pouvez aussi le donner à des près de vous. Il y a des écoles, par exemple, qui récupèrent les vêtements d'enfants parce qu'il y a des familles qui peuvent pas forcément se permettre d'acheter des vêtements. Donc là, c'est directement porté. Pensez aussi aux hôpitaux psychiatriques, aux EHPAD. Alors il y a aussi Emmaüs. Alors donnez vos belles pièces à Emmaüs. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il y a eu le boom de Vinted et de la seconde main qui est valorisée par les consommateurs, j'entends, Emmaüs reçoit beaucoup moins de vêtements de bonne qualité qu'ils arrivent à revendre. Donc pour eux, c'est du chiffre d'affaires en moins. Et donc, c'est moins d'emplois, c'est moins d'aide, etc., etc. Donc, si vous avez des belles pièces et que Vinted ou autre ne vous intéresse pas, donnez-les à Emmaüs. Ils en font vraiment quelque chose et quelqu'un va les porter et ce sera valorisé et voilà. Après, comme tu le disais, il faut quand même réfléchir aussi à la matière qu'on achète. Exactement. Pour essayer d'avoir une pièce durable qu'on pourra se passer. En fait, il y a toute cette réflexion en amont que j'amorce. Déjà, un vêtement, avant de l'acheter, je rappelle qu'il y a 70% de vêtements qui ne sont pas portés, faut se poser la première question de base, et je pense que toutes nos grand-mères se la poser, c'est est-ce que j'en ai besoin ? Parce que je viens d'expliquer, pour changer de manière de consommer, déjà, je pense qu'il faut avoir une réflexion de fond de la société dans laquelle on vit et avoir une prise de conscience sur ce que je viens de dire, sur cette société de surconsommation, de surproduction. On sent tous au fond de nous que c'est aberrant, mais c'est vrai que c'est difficile de qualifier ce qui se passe et de savoir par où commencer. Donc qualifier ce qui se passe, on en a un petit peu parlé, on en parle aussi dans le livre, et puis il y a Julia Loum, il y a plein de choses. Basilic, justement, l'interview que tu as fait de Julia, je pense que c'est aussi c'est très éclairant. Et puis il y a qu'est-ce que je fais moi, par où je commence. Donc déjà se dire j'achète si j'ai besoin, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Alors un vrai besoin, pas un besoin émotionnel, un besoin en termes de fonctionnalité. C'est plus facile pour les enfants parce qu'on les voit grandir et puis il y a les saisons, donc ça, un vrai besoin. Après, si vous n'y arrivez pas pour dire c'est quoi, j'en ai besoin, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode bisou que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui est super bien. Vous avez aussi la méthode 30 Wears, qui a été conçue par Livia First, qui est une activiste de la sustainable fashion. Et donc, là, c'est de se dire, avant d'acheter une pièce, est-ce que je vais la porter au moins 30 fois ? C'est une méthode, hein. Alors moi, au début, je faisais 30 fois, puis maintenant, c'est plutôt 60, 70. Donc parce que c'est évolutif, mais voilà, c'est des méthodes assez sympas qui permettent déjà de se donner des balises pour savoir, pour se sentir un petit peu guidé, parce que le problème c'est qu'on se sent pas guidé. Donc déjà le besoin, ça c'est super important. Après, il faut aussi se détacher des injonctions type les tendances, etc. J'en ai pas parlé, mais ça aussi c'est dans la série harcèlement, c'est quand même pas mal pour nous inciter à surconsommer. Faut se détacher de ça parce que
Bon, moi, après 2 enfants, les crop tops, on va oublier. Hein. Enfin, très sincèrement, je ne vais pas céder à cette mode-là. Et du coup, bah non, je vais pas rentrer mon ventre et porter des tailles hautes pour mettre des crop tops. En fait, faut se recentrer un peu sur soi-même. Consommer différemment, c'est aussi faire un petit voyage en soi. Après avoir observé la société de surconsommation et de se dire, bon alors, je vais ouvrir mon placard et je vais regarder ce à quoi correspondent les 30% de vêtements que je mets vraiment en fait dans mon placard, parce que c'est eux qui sont riches d'enseignements et qui vont vraiment vous apprendre qu'est-ce que vous mettez vraiment concrètement. Et souvent, on se rend compte que, alors j'avais pris mes petites notes parce que je suis quand même juriste, donc j'écris tout en fait. Donc en fait, souvent on se rend compte que les 30%, les vêtements qu'on met vraiment et dont on a besoin, les pièces, je sais plus, le vêtement, pardon, il répond à une équation magique. J'aime bien que c'est une équation magique. C'est un vêtement qu'on aime, plus un vêtement qu'on porte le plus un vêtement qui s'assemble avec les autres pièces de son dressing, plus ce qui nous va, plus ce qui est facile d'entretien et ce qui est de bonne qualité. En fait, ce que j'aime, ce que je porte le plus, ce qui s'assemble, ce qui me va, ce que je trouve facile d'entretien et ce qui est de bonne qualité, ça, c'est un vêtement bingo. C'est un vêtement qui va faire partie des 30% et qu'on va mettre. Donc déjà, ça permet déjà de pas mal anticiper en amont, de regarder, je vais me focaliser. Bah non, mais si on met pas des talons, faut arrêter d'essayer de faire entrer des ronds dans des carrés. Bah, on arrête les talons et puis bah, si on est plus confortable en véja, en basket, on y va. C'est pas grave, c'est son style. C'est mon style. Et c'est comme ça. Moi, je suis tout le temps en jean. Hein. Même au bureau, je mets des jeans noirs. J'ai arrêté d'essayer d'acheter des petits pantalons sympas. Enfin, je m'y mets. Et en plus, je les commence à les mettre. Mais j'ai arrêté de mettre des choses que je ne mettrais pas. Et en fait, je suis beaucoup plus en paix le matin. Je ressemble peut-être pas à Bella Hadid et à ses derniers looks. Mais de toute façon, de base, je ne ressemble pas à Bella Hadid. Donc... c'est bon, j'en ai fait mon deuil. Peu de gens ressemblent à Bella. Voilà, il y a qu'elle qui ressemble à elle-même. Donc, on va juste arrêter. Et j'ai pas sa garde-robe. Et c'est tant mieux parce que ça ne m'irait pas. Et du coup, je ressemble à Fanny Angélas-Galdine et ça me va très bien. Voilà. Dans votre livre, vous avez une méthode justement qui répond un peu à ton vêtement bingo, mais pour calculer le montant global de notre dressing. Et ça, c'est hyper parlant parce que tu le disais, on porte 30% de notre dressing. C'est-à-dire qu'il y a 70% de nos vêtements qu'on ne porte pas, mais qui représentent quand même une certaine somme d'argent. On a dépensé de l'argent pour les acheter. Et ça aide aussi le biais les chiffres, quand on voit les chiffres, moi, je l'ai fait, l'exercice. Hein. Avant d'écrire, j'ai fait parce que sinon, c'était monstrueux. Alors, je l'ai fait il y a longtemps parce que quand j'ai écrit le livre, j'en étais plus du tout à 30%. J'étais plutôt à 90% parce qu'il y a... Ah oui, ce que je dis aussi, ce qu'on a écrit dans le livre, c'est que il y a des vêtements qu'on porte pas mais qui ont une valeur sentimentale. Ça sert à rien de s'acharner, de vouloir les mettre dans la benne et tout. Faut les garder. Enfin, à un moment, Marie Kondo, c'est chouette et tout. Ça, pareil, ça donne des balises, mais ça incite aussi à surjeter et à remplir les bennes. Enfin bon, faut prendre ça avec un peu de prudence, un peu de recul, cette méthode. Surtout, je vais vous dire que on a l'impression qu'au Japon, c'est tout propre, tout rangé, mais j'ai jamais vu des appartements aussi en bazar dans les petits espaces. Mais bon, je ferme la parenthèse. C'est un peu en Asie, c'est un peu ça. Et donc oui, quand on regarde la part financière, la part de budget de vêtements non mis, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et en fait, on peut se dire, cet argent-là, cette grosse somme-là, ces 70%, peut-être que je pourrais les mettre dans des vêtements de meilleure qualité, des vêtements qui sont plus éthiques, qui correspondent plus à mes valeurs, qui sont alignés, etc. Peut-être que je peux prendre cette part-là pour la mettre, cette part de budget, pour acheter mieux. Alors, le problème, c'est la trésorerie au quotidien. J'en suis tout à fait consciente parce que sortir 100 à 200 euros pour 250 même pour un très beau pull, ça fait très très mal. Tout le monde ne peut pas se le permettre, j'en suis consciente. Mais déjà, si on met un petit peu de côté, on provisionne un peu tous les mois de l'argent de pièces qu'on n'achète plus, parce qu'on se retrouve avec un petit surplus de budget et qu'on injecte ça dans une belle pièce qui va nous durer,
c'est de la patience, c'est de la discipline. Moi, j'ai des listes et des tableaux Excel, donc c'est complètement excessif, mais voilà, enfin, chacun ses méthodes. Hein. Parce que j'arrivais pas à me discipliner, sinon. Mais faites pas forcément comme moi, faites comme vous le sentez. Et donc, en fait, après, on se retrouve avec des pièces qu'on va mettre 5 ans, 10 ans, qu'on va pouvoir léguer à ceux qu'on aime. Et en fait, on va s'attacher à son vêtement parce qu'on va le porter. Ça va être un vrai compagnon. Ça va pas être un truc qu'on va mettre 3 fois et qu'on va mettre à la borne de relais. En fait, l'attachement, la valeur sentimentale du vêtement se crée et c'est des choses qu'on n'a soit jamais vécues, soit qu'on a vécues quand on était enfant parce que c'était peut-être pas encore l'avènement de la fast fashion. Donc, son rapport personnel au vêtement change. En fait, c'est son regard qui change. C'est ça qui est chouette dans cette démarche. C'est que quand on a insufflé la démarche, au début, on sait pas trop dans quoi on s'engage et finalement, le regard change en faisant, dans l'action. Donc, on a des belles surprises, en fait. Et il faut pas se décourager. Vous culpabilisez pas si vous faites des rechutes. Parce que tout le monde fait des rechutes. J'ai expliqué pourquoi. Hein. Franchement, faut être... je ne connais pas de personnes qui n'ont pas fait de rechute. C'est pas possible. Donc, vous inquiétez pas. Après, il y a des moments dans la vie aussi, c'est plus compliqué que d'autres. C'est pas grave. C'est un long process. C'est sur plusieurs années. C'est une sorte de désintox à la surconsommation. Ouais. Donc, c'est long. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est la conscientisation de vos actes. Savoir pourquoi et comment vous le faites. Bien sûr, et tu fais bien de rappeler qu'il ne faut pas se culpabiliser à outrance parce que justement, c'est le meilleur moyen de tout arrêter ou de vivre avec un poids sur les épaules qui mais c'est l'horreur. Est trop lourd à porter. Alors, je vais vous dire, quand mes enfants perdent des gants, des machins, je suis comme n'importe quelle maman et je vais vous faire un aveu, je vais au Monoprix parce qu'ils ne vont pas sortir sans chaussettes, sans gants. Parfois, on n'a pas le choix. Enfin, franchement, ça me fait mal au cœur. Mais je vais pas m'auto-flageller parce qu'ils ont qu'une seule paire de gants, ils en ont pas 50. Et puis quand c'est perdu, voilà. Mais ça arrive. Et encore une fois, c'est pas grave. Tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, pour les enfants, c'est tout un sujet sur la mode et la mode éco-responsable et acheter des belles pièces. Mais un enfant, ça grandit très vite. Ça a besoin de beaucoup de vêtements. Enfin, pas de beaucoup de vêtements, mais ça change régulièrement de vêtements, contrairement à nous. Mine de rien, en achetant des pièces de qualité quand on peut se le permettre ou en demandant ça en cadeau, par exemple, nous, pour Noël, on demande souvent un vêtement pour notre fils. C'est très bien. Et c'est des pièces qui durent et on est très friands de perpètes. Moi aussi. Je les avais reçus au micro il y a quelques temps et j'adore vraiment leurs vêtements. Et le fait que les pièces soient consignées, là, tu vois, j'ai renvoyé un short qui ne va plus à mon fils et j'ai bénéficié d'un bon de réduction de 9 € pour mes prochains achats chez eux. Donc c'est chouette parce que ça encourage en fait à consommer différemment. Après, évidemment, tout son dressing n'est pas 100% perpète. Bien sûr. Parce que j'ai tout simplement pas les moyens. Complètement. Mais là, alors pour les enfants, alors déjà, il faut bien connaître les enfants avant de se lancer dans le truc parce qu'au début, quand on a un bébé, ça grandit tous les 3 mois, 2-3 mois, c'est juste pas possible. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Je l'avoue encore et c'est normal. Après, à partir de l'âge de 2-3 ans, ça se stabilise, ils grandissent un peu moins vite. Et du coup, alors encore, faites pas comme moi, mais je suis avec mes tableaux Excel. En fait, je sais exactement le nombre de pièces dont ils ont besoin. Je sais que, grosso modo, ça va être X t-shirt, manches courtes si c'est l'été, X t-shirt, manches longues, X bas, des petits pulls ou des petits sweats ou des petits gilets. Voilà, j'ai ma liste en fait du nombre de pièces et aussi c'est en fonction de ce que je peux laver dans la semaine, ce qu'ils portent. Donc il faut observer en fait. Déjà, il faut observer quels sont leurs besoins. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Observer leurs besoins. Après, quand on peut les figer, on peut les systématiser comme moi dans mon petit tableau Excel avec mes chiffres. Et puis après, je vais à la chasse au trésor. Donc la chasse au trésor, il y a plusieurs... je vous explique un peu comment je fais, mais ça, c'est juste un exemple. Chacun fait comme il veut. Parce qu'il y a la limite que beaucoup de personnes ont, c'est le budget. Et donc, il y a une partie seconde main. Alors, moi, j'aime bien le vestiaire à roulettes. Ils vendent en ligne des vêtements de seconde main enfants. Et puis surtout, ils sont juste à côté de chez moi. Donc, ils font des pop-up ou sinon, je vais directement commander, je vais chercher chez Marie. Donc, on est quasi voisines. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est de la proximité, c'est de la seconde main intelligente. J'aime beaucoup aussi les marques neuves comme Perpète parce que c'est vraiment de la super qualité. Donc, je fais un mix seconde main, aussi un peu vintage parce que parfois, il me faut le col roulé rose parce que madame n'aime que le rose et les licornes.
On n'a pas le choix, on passe tous par là. Voilà, le bleu marine de son grand frère, ça marche pas toujours. Donc là, je vais un peu sur Vinted, où j'achète des marques qui ont fait leurs preuves en termes de qualité, du Petit Bateau, du Jacadi, principalement en fait. Et puis, donc je fais un mix seconde main et puis vêtements neufs, aussi en fonction du budget. Et puis aussi, je fais un mix. Enfin, on me donne aussi des pièces, les cousins, la famille, les copains. Donc voilà. Et en fait, j'essaie vraiment dans ma chasse au trésor d'aller trouver des pièces de qualité pour les redonner après, les revendre aussi. Mais c'est plutôt les redonner parce qu'après 2 enfants. La vente, c'est pas terrible, même si c'est des bonnes marques quand même, parce que quand un enfant vit sur ses genoux, bon, forcément, voilà. Ça s'use. Ça s'use très vite. Et donc, en fait, c'est de faire en sorte que le vêtement, il puisse être porté par plusieurs, qu'il a déjà été porté, voilà, comme si mes enfants étaient des bandes passantes de vêtements. Et j'aime bien, en fait. Complètement, c'est ce qu'on faisait. Enfin, moi, j'ai porté les vêtements de mes cousins toute mon enfance. C'était absolument évident. Et pour les enfants, moi, le conseil aussi que je donnerais, c'est d'acheter 1 ou 2 tailles au-dessus, notamment pour les sweats. Ouais, pareil, et exactement. Pulls, Je on le fais retrousse aussi. les manches. Exactement. Et puis, ça dure longtemps. Les jeans, on peut aussi faire ça. On fait quelques ourlets à la main et puis voilà, on déroule. Exactement. Et puis quand, alors moi j'ai garçon-fille, donc j'achète des couleurs neutres qu'ils aiment bien tous les deux. Donc je leur demande là en ce moment, c'est très. Alors après ils ont 3 ans d'écart, donc faut attendre quelques années avant que la deuxième parte. Mais j'achète pas mal de blanc, de vert, de jaune parce que malheureusement à ces âges-là, ça dans leur tête c'est encore très genré. Il faut avoir des représentations pour après les casser. Mais donc ils se forgent les représentations puis on en discute. Je vais pas tout détruire maintenant, mais j'ai envie qu'ils déconstruisent certaines choses aussi par eux-mêmes et les guider vers ça. Mais bon, donc on est quand même assez rose ou bleu. Du coup, je les oriente vers des couleurs neutres pour que ce soit aussi porté par des filles, des garçons après par la suite. Voilà. On a parlé du style des enfants. J'aurais aimé juste que tu nous donnes tes conseils avant qu'on termine cet épisode pour qu'on puisse nous trouver notre style. C'est pas toujours facile, hein, tu l'as dit, on a des images. Voilà, la mode et le marketing et les marques essaient de nous faire croire qu'on n'est jamais suffisamment bien dans nos vêtements pour qu'on achète, etc. Mais comment est-ce qu'on y parvient ? Est-ce que c'est un processus qui prend du temps ? Ça vient avec l'âge ? Je pense que oui, c'est les deux. Ça vient avec le temps, il faut un petit peu se détacher de tout ça. Alors, je pense que après ce que j'ai raconté sur les manipulations diverses qu'on subit, déjà, ça fait un petit électrochoc en général, parce qu'on se joue de nous, hein, très clairement. Et oui, il y a une sorte de maturité. Faut lâcher le fait d'avoir du style. Et trouver sa voie vestimentaire. Alors c'est compliqué, hein. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a 1000 paramètres. Donc si on n'arrive pas à le faire soi-même, c'est bien de se faire aider par un coach si on en a les moyens aussi, hein, ça c'est une évidence. Après, l'équation magique, ça aide pas mal. Si vous êtes bien dans vos baskets, observez vraiment ce que vous avez dans votre penderie et ce que vous mettez vraiment et allez pas plus loin parce que si vous êtes heureux, en fait, c'est déjà vachement bien. Parce qu'on nous incite toujours à vouloir être mieux, mais si on est bien, enfin, pourquoi aller mieux si on est déjà super bien ? Et puis on a aussi, quand même dans la société, il y a un rapport assez codifié aux vêtements, tu vois, selon le métier que tu vas exercer, on va te demander ou on va attendre de toi que tu viennes habiller de telle ou telle façon, ce sera mal vu d'arriver à tel endroit en jean. Bah là, après, il faut jouer des codes, hein, mais c'est encore une fois, c'est clair que je vais pas être habillée moi le week-end comme je suis habillée. Je suis juriste, c'est un métier quand même assez, voilà, qui est aussi assez codé vestimentairement parlant. Voilà, tout est déjà dans ma penderie, mais il y a un détachement à avoir. C'est pas évident, donc il faut se faire aider si on n'y arrive pas. Et puis pensez à l'équation magique. Et pensez-y. Et puis, enfin, faut pas trop s'embêter en fait. Un moment, faut se laisser tranquille aussi. Hein. On nous assène tout le temps qu'il faut qu'on soit mieux, qu'on soit comme ci, qu'on soit comme ça. Moi, j'ai juste envie j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille en fait. Et je pense que on a tous le droit à ça. En ce moment. Hein ? Génial, je suis bien d'accord. On va terminer là-dessus. Merci infiniment, Fanny, c'était super intéressant. Merci, Jeanne. Je mettrai les références de ton livre parce que, comme je le disais, c'est vraiment un bouquin qu'on peut feuilleter selon ses besoins. Il y a une partie aussi focus sur la couture, do it yourself.
C'est très complet et c'est un livre qu'on peut se passer entre copains et copines ou de famille en famille, peu importe. Mais en tout cas, bravo à toutes les deux parce que c'est un très bel ouvrage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.